Bien, on va commencer tout de suite par la commission qui a travaillé sur la partie 3, parce que notre ami Jean-Pierre a une obligation, il doit partir assez vite. Donc on va avoir son compte rendu, on passera à ceux des autres après. Ensuite on fera un débat général sur l'ensemble des rapports. Hein. On essaiera peut-être d'ordonnancer ça d'ailleurs, pour être efficace, partie par partie. Et puis on prendra un temps sur, après ce débat sur le contenu des 50 propositions, voire davantage selon les travaux de ce matin, ou moins. On prendra un temps sur les conclusions, hein, parce que ça paraît nécessaire d'avoir aussi un petit échange avec toutes celles et tous ceux qui sont là sur comment on voit les suites. Et puis ensuite, Marie-Christine conclura au nom de l'appel des 100 cette journée. Alors l'atelier Urgence démocratique, il était co-animé par moi et par quelqu'un qui n'a pas pu rester, qui est Alexis Martinez. Mais bon, voilà, on a travaillé ensemble. On était une vingtaine de personnes avec une parole qui a bien circulé. Et je résume en quelques minutes ce qui me paraît être l'essentiel de ce qu'on a dit. Autour de 5 points. Premier point, ce qui ne peut plus durer. Deuxième point, les conditions de la démocratie. Troisième point, la démocratie, pas seulement politique, dans toute la société. Quatrième point, ce qu'on a appelé dans l'atelier la culture de la délibération, c'est-à-dire comment articuler les expressions citoyennes et la démocratie délibérative. Cinquième point, prendre au sérieux l'irruption citoyenne. Je reviens sur ces 5 points de manière un peu plus détaillée. Ce qui ne peut plus durer, évidemment, ça pourrait faire une longue liste. Hein. Je résume simplement les points sur lesquels ont été portées les critiques les plus fortes au déficit de démocratie aujourd'hui. J'en vois 4. Ce qu'on pourrait résumer par la démocratie des experts, c'est-à-dire la manière dont on refoule l'expression de la souveraineté populaire au nom d'un prétendu savoir. Il y a des savoirs réels et d'autres qui sont plus discutables. Deuxièmement, la manière dont la haute fonction publique et plus généralement l'appareil d'État peut être perméable aux influences des puissances financières, avec les allers-retours entre le public et le privé, des choses qui sont à la limite de la corruption, et donc la question comment contrôler démocratiquement cette haute fonction publique et l'appareil d'État. Troisièmement, la question des médias. Les médias, notamment dans le fait, je parle des médias anciens, pas des nouveaux médias, des réseaux sociaux et d'Internet. Je parle de la radio, de la télévision, des journaux, qui sont sous l'influence de plus en plus de groupes financiers, donc de puissances financières, avec la référence en contrepoint au programme du Conseil national de la résistance sur les médias et la presse, bien sûr. Et quatrièmement, cette notion remarquable de gouvernance qui vient du management des entreprises et qui a été transposée dans le politique comme équivalent non démocratique de ce qu'on appelait le gouvernement de la cité auparavant. C'est-à-dire que ce mot de gouvernance sert finalement à permettre à chacun de dire son mot, mais à confisquer la décision par rapport aux exigences démocratiques. Ça, ce sont 4 exemples qui ont été pointés, mais la liste ne serait pas exhaustive, hein, de ce qui ne peut plus durer et de ce sur quoi il faut faire porter la critique, particulièrement. Ensuite, la rubrique « Les conditions de la démocratie », c'est le terme qu'on a repris en synthèse, pour indiquer que la démocratie, c'est pas seulement chacun a le droit de vote, chacun peut parler, et puis on compte la majorité. Il y a des conditions de base sans lesquelles la démocratie ne peut pas exister correctement. J'en souligne 3 rapidement, enfin plus exactement l'atelier en a souligné 3 que j'essaye de résumer. Le premier thème, c'est la question de la formation des citoyens. Il y a une très forte insistance sur la critique du système éducatif comme système. Je ne parle pas de la critique des enseignants, hein, il y en a assez dans la salle, moi y compris, pour qu'on ne soit pas dans le masochisme. Hein. Je parle d'un système éducatif qui est extrêmement, ségrégatif, voilà, on va dire les choses comme ça, ségrégatif, quelles que soient les intentions de ceux qui y travaillent, et finalement très antidémocratique, puisqu'il finit par donner toujours plus à ceux qui ont plus. On citait l'exemple de ce que l'État dépense pour un élève de grande école et de ce qu'il dépense pour un lycéen de lycée professionnel. J'insiste pas. Donc cette question-là est majeure, parce que si les gens n'ont pas reçu cette formation du citoyen, c'est ce qu'on avait compris déjà il y a 100 ou 150 ans, eh bien, on ne prépare pas la citoyenneté. La question de l'éducation est évidemment centrale et de la formation au sens large. Deuxièmement, la question de l'accès aux droits. Alors, il y a une formule qui a été reprise par une camarade qui est syndicaliste chez les travailleurs sociaux, mais qui m'a frappé. Il ne suffit pas de dire aux gens, vous avez des droits, il faut être avec eux pour les aider à ce que ces droits deviennent réels. Et évidemment, dans le travail social, on sait bien ce qu'il en est. Vous savez que, alors qu'on vous rebat les oreilles avec la fraude au RSA, en réalité, il y a plus d'un tiers des gens qui devraient avoir le RSA et qui ne le demandent pas.
Voilà, donc en réalité, il y a des tas de droits qui sont méconnus non seulement par les autres, mais par les titulaires de ces droits eux-mêmes. Donc la question générale de l'accompagnement des gens, d'être aux côtés des gens, c'est valable aussi bien pour des professionnels comme les travailleurs sociaux que pour des citoyens, des associations, des militants, pour que les droits deviennent réels. Et là-dessus, je greffe quelque chose qui a été abordé aussi dans le groupe de travail, qui est en gros, n'oublions personne. Il y a des droits, il y a des personnes dont les droits sont particulièrement méconnus, et des personnes qui sont même sorties du radar. C'est le cas des gens qui sont détenus, par exemple, des droits des gens dans les prisons, mais c'est aussi très souvent le droit des étrangers sans papier, le droit des SDF, etc. Il y a des gens qui sont tellement laissés à eux-mêmes que la désocialisation fait qu'on se pose même plus la question de leur accès aux droits. Donc, on ne peut pas parler de démocratie si on n'est pas inclusif sur ce terrain-là. Et que la condition de base, c'est ça. Et j'y reviendrai parce que ça parle beaucoup à une association qui m'est chère et dont je suis toujours militant, qui est la Ligue des droits de l'homme. La troisième aspect, à côté de la formation des citoyens et de l'accès aux droits, c'est plus généralement les services publics. J'en profite pour dire, enfin je dirais à la fin, il y a 2 ou 3 points sur lesquels l'atelier considère qu'il faudrait combler des vides, c'est-à-dire ajouter dans les propositions une référence précise à certains thèmes. C'est toujours un risque qu'on finisse par en faire trop, mais bon, voilà. Les services publics comme condition de réalité de la démocratie. Parce que si on veut que la démocratie soit effective, il ne faut pas seulement l'éducation, le travail social, il faut que tout un ensemble de services publics assure plus d'égalité dans l'accès à des biens fondamentaux. Et donc ça, on a beaucoup insisté là-dessus, notamment sur l'idée que les services publics sont des porteurs de communs, comme on dit aujourd'hui, et que ces communs le sont à un double titre. On a pris l'exemple de la sécurité sociale. C'est pas seulement la sécurité sociale comme bien commun, au sens littéral, avoir une sécurité sur le plan social, mais c'est aussi quelque chose qui, à l'origine, était géré par les salariés eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement un bien commun parce qu'il est à la disposition de tous, c'était un bien commun géré en commun, comme l'étaient d'ailleurs les biens communs d'autrefois, ceux des communaux, etc. Donc ça, c'est une question centrale parce que c'est aussi la question de la démocratisation des services publics et de leur gestion. Et ça me permet de faire une transition avec le troisième point, qui est, après donc ce qui ne peut plus durer, les conditions de la démocratie, la démocratie dans toute la société. C'est-à-dire la démocratie, c'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question économique et sociale, et je viens de le dire à propos de la Sécu. D'abord, je reviens sur ce qu'on disait au début, dans ce qui ne peut plus durer, le pouvoir politique prisonnier de l'emprise des puissances d'argent, la question de la démocratie économique, et de la manière dont il y a finalement une espèce de hiérarchie qui fait que les autorités d'État sont souvent, on a l'impression que ce sont des délégués de puissance d'argent, ce qui fait d'ailleurs que, mais on voit ça aussi à la Commission européenne, après ils y retournent, quand ils ont fini leur travail de délégués, mais il y a pas seulement la question des personnes, une sorte de corruption, il y a une question systémique, de libérer le pouvoir politique de l'emprise des pouvoirs d'argent. En particulier, et on a beaucoup insisté là-dessus, c'est plutôt ce qu'on appellerait la démocratie sociale, la question du pouvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire la question de ce qui ne peut plus être accepté en termes de pouvoir absolu dans l'entreprise, ce qui pose des questions qui me rajeunissent un peu, la question de l'appropriation dans l'entreprise, appropriation privée ou sociale, mais ce qui pose aussi la question de la répartition des pouvoirs. Et ça, c'est une question qu'on peut poser à encore plus court terme, c'est-à-dire la question des droits de veto, des droits de blocage, de la manière dont les représentants des salariés, dont les salariés peuvent bloquer des décisions inacceptables prises par les chefs d'entreprise. Donc la question des droits des salariés comme citoyens. C'est-à-dire la citoyenneté ne doit pas s'arrêter à la porte de l'entreprise et ça doit avoir des conséquences en termes de répartition des pouvoirs et des droits. Et ça m'amène à ce que je disais tout à l'heure, un thème que la Ligue des droits de l'homme défend depuis très longtemps, depuis 25 ans maintenant, qui est ce que nous appelons la citoyenneté sociale. Parce que tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on a dit dans l'atelier ce matin là-dessus, c'est qu'on n'est pas seulement citoyen dans l'urne ou quand on manifeste dans la rue, face à l'État, aux communes, aux départements, aux régions, on est aussi citoyen dans tout le reste de la vie. Dans les mouvements syndicaux, associatifs, dans les services publics, dans les entreprises, etc. C'est-à-dire que quand nous disons citoyenneté sociale, on le dit sur 2 plans. Pas seulement, si on vous garantit pas des droits sociaux fondamentaux, comment vous pouvez être citoyen, comment on fait pour voter quand on est SDF, comment on fait pour exercer ses droits quand on est détenu, etc. Donc le lien entre citoyenneté et droits sociaux, mais aussi la question de la citoyenneté dans toute la société, pas seulement vis-à-vis du pouvoir politique, parce que si la société se démocratise pas, la démocratie politique est atrophiée, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un contraste incroyable entre ce que vivent les gens dans le monde réel et puis ce qu'on leur dit officiellement sur les frontons des mairies. Donc cette idée de penser la citoyenneté sociale au sens le plus large possible, sur l'ensemble de la société, et de remettre en question
les pouvoirs, lorsqu'ils sont antidémocratiques, dans les services publics, dans l'éducation. On a parlé des lycéens jeunes majeurs, par exemple, dans la manière dont on les traite, dans la famille, par rapport aux droits des enfants, mais aussi dans l'entreprise, etc. Quatrième thème général, il n'y en a que 5, rassurez-vous, je vais bientôt finir. Ce qu'on a appelé la culture de la délibération, c'est un des participants qui a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je crois que c'était dans nos amis lyonnais qui avaient débattu sur cette thématique-là, la culture de la délibération, les expressions citoyennes et ce qu'on appelle quelquefois chez les juristes la démocratie délibérative, pour dire qu'il faut jouer à la fois sur le direct, le participatif, le représentatif, etc. 3 remarques brèves. D'abord, et là aussi c'est nos amis lyonnais qui avaient insisté là-dessus dans leur contribution, la question du temps. Il y a une sorte de paradoxe là-dedans. Le temps de délibération en amont des décisions est en général trop court et le temps de mise en œuvre est en général trop long. C'est-à-dire que ce que les gens constatent la plupart du temps, c'est que quand on leur parle des choses, eh ben, c'est déjà bouclé et ils peuvent plus dire grand-chose pour intervenir. Mais en revanche, une fois que la décision est censée être prise, le temps de la réalisation est quelquefois énorme, ce qui fait que les gens se disent le politique ça sert à rien parce que 1 an, 2 ans, 3 ans après, il s'est rien passé. Donc il y a cette idée dans les propositions sur la démocratie d'allonger le temps de la délibération pour que les citoyens puissent intervenir en amont quand les jeux ne sont pas encore faits et de raccourcir autant que possible le temps de l'exécution pour qu'il y ait un peu plus d'efficacité. Deuxième idée, il y a une critique sur la notion de démocratie délibérative à laquelle je suis sensible parce que comme juriste la notion m'intéresse, c'est attention que la démocratie délibérative ce ne soit pas un nouveau truc réservé à un club de gens bien. Il y a ceux qui ont le temps et qui ont les moyens de participer à la délibération, puis il y a ceux qui n'ont pas ce temps et ces moyens. Donc si on parle de démocratie délibérative, il faut qu'elle soit, comme on dit, inclusive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garantisse une expression qui ne soit pas réservée aux speakers habituels, si on peut dire. Et troisième idée générale, ça y est, j'ai fini. Troisième idée générale, il faut quand même qu'on parle un peu institution. Il y a eu toute une discussion sur la critique des référendums. C'est intéressant parce que c'est l'actualité. Sarkozy propose plein de référendums. L'extrême droite propose des référendums partout en Europe, dans l'Est européen, etc. Viktor Orban, etc. Et donc, il y a eu cette formule d'un des participants, je m'en tiens là, refuser à la fois le plébiscitaire et le délégataire. Le délégataire, oui, ça dépossède le citoyen. Les parlementaires font tout à la place des citoyens. Mais le plébiscitaire, ça dépossède aussi le citoyen. Parce qu'il se fait rouler dans la farine et au bout, c'est le chef qui gagne. Voilà. Et donc, on a terminé sur, c'est mon tout dernier point, prendre au sérieux l'irruption citoyenne, avec quelques idées et quelques formules que je vous livre très vite parce que je suis déjà trop long. D'abord, beaucoup de participants ont dit, c'est bien rendre la parole aux citoyens. Il faut qu'il y ait plus de droits à s'exprimer. J'ai cité le droit des enfants, les lycéens, etc. Puis même les gens dont on n'écoute jamais la parole. Mais rendre la parole, ça suffit pas. Parce que la démocratie, c'est pas seulement de la parole, c'est du pouvoir. Donc, rendre la parole, oui, mais complétons en disant rendre du pouvoir aux citoyens. Si les citoyens ne retrouvent pas le pouvoir autrement qu'en parole, ça sera encore un coup d'épée dans l'eau. La démocratie, c'est pas cause toujours. Donc, et là, c'est une formule, je sais plus de qui dans l'atelier, mais ça fait rien, une formule que j'ai beaucoup aimée. L'irruption, ça se prépare, ça s'organise et ça s'entretient dans la durée, disait ce participant. C'est-à-dire que d'irruption citoyenne, ça ne doit pas être juste comme d'habitude. 2 mois de Commune de Paris, 2 mois de mai 68, 6 semaines de grève en 95, puis après tout le monde rentre chez soi. Autrement dit, il faut entretenir un processus, et ça veut dire qu'il faut des circuits d'alimentation. Il faut qu'il y ait une interaction entre les mouvements sur le terrain, la société telle qu'elle est, et puis les propositions politiques. Sinon, ce sera juste une éclaircie, puis après on recommence comme avant. Et donc il faut partir des luttes, partir du terrain, des luttes sociales, des mouvements de citoyens. On a cité la solidarité avec les réfugiés qui est en train de s'organiser de manière assez largement spontanée dans la société. Il faut embrayer sur ces mouvements-là et partir d'eux pour construire du politique. J'en termine avec les recommandations pour la plénière. 1, il faudrait dépasser le catalogue. Je sais, c'est pas facile. Parce qu'évidemment, comme on a voulu faire concret, il y a beaucoup de mesures. Mais au fond, dans l'atelier, on disait qu'il faudrait qu'il y ait une déclaration assez forte et assez courte et assez claire pour qu'il n'y ait pas juste un catalogue de mesures, je pense qu'on peut y arriver. 2, ne défendons pas l'existant. La tentation vis-à-vis de l'extrême droite, ici de Le Pen, là-bas de Trump, etc., c'est de dire « oh là là, il faut éviter le pire et défendre l'existant ». On ne pourra pas défendre l'existant, contre l'extrême droite notamment. Il faut proposer des alternatives offensives. Et enfin, il y a dans les manques, j'avais promis, il y a 2 ou 3 choses qui ont émergé. Il faudrait quelque chose sur les services publics, de manière plus claire, pas seulement sur les droits sociaux en général. Il faudrait probablement un peu plus sur l'éducation et il faudrait un peu plus aussi sur les médias et la question de l'information des citoyens. Merci d'avoir été aussi patient.
Merci Jean-Pierre. On reprend dans l'ordre maintenant. Merci à Jean-Pierre et on passe à Éric pour la commission numéro 1 sur l'urgence sociale. Bien, chers camarades, l'objectif qui est le nôtre, là, ce n'est pas évidemment de reprendre l'ensemble des débats, et nous, c'était sur l'urgence sociale. Il y a déjà des choses qui ont été écrites dans le texte, 5 priorités, 50 mesures. Bien sûr, nous sommes repartis de là, mais ce qui était notre objectif, c'est de voir ce qui manquait ou ce qui devait être complété, ce qui devait être renforcé éventuellement. Alors bien sûr, tout ça dans une perspective globale. Je crois que dans cette salle, nul ne pense que le capitalisme est l'horizon indépassable de l'humanité. Je crois que la perspective socialiste nous est commune à nous tous, quelles que soient nos sensibilités. Mais comment on traduit ça aujourd'hui concrètement au début de ce XXIe siècle? Et Jean-Pierre l'a dit, il ne s'agit pas de faire un catalogue. Pour autant, il s'agit d'avancer un certain nombre de mesures d'urgence, un certain nombre de mesures immédiates qui laisseraient à penser aux salariés de ce pays, à nos concitoyens, que la gauche va enfin changer quelque chose pour eux. Parce qu'on peut avoir des grandes perspectives, mais si les gens avec lesquels on vit, on travaille, on milite, n'ont pas l'impression que ce qu'on propose concerne leur vécu, et donc il faut partir du vécu, eh bien c'est ça que nous devons proposer aujourd'hui comme base, mais ça sera le débat certainement tout à l'heure, d'un projet commun, d'une mandature, en tous les cas qui puisse nous rassembler les uns et les autres. Alors, il y a évidemment des réécritures, on en a pointé. Si on dit qu'il faut qu'il y ait des premières tranches de consommation d'eau qui soient gratuites, les camarades disent c'est 40 mètres cubes par exemple. Donc il y a des précisions à apporter. Le fait qu'avec la régionalisation, il y ait des droits qui ne soient pas identiques suivant les régions maintenant, suivant donc ce que décident les différentes collectivités. Il y a un certain nombre de socles de droits nationaux. Toutes ces choses-là, évidemment, entre nous, ne posent pas de problème et peuvent être réaffirmées. Il a été noté aussi que tout ce qui tournait autour des sans-papiers, des travailleurs détachés, devait être inclus dans cette question de l'urgence sociale. Là aussi, autre point, tout ce qui tourne autour de l'inspection du travail, son renforcement, des moyens supplémentaires, tout ce qui concerne la défense du Code du travail, de la médecine du travail, et on sait qu'aujourd'hui les questions de souffrance au travail, intensification du travail, eh bien, plaident au contraire pour un renforcement de la médecine du travail. La question du logement était également abordée. La lutte contre le logement cher est évidemment quelque chose d'essentiel quand on veut lutter contre l'insécurité sociale à laquelle nombre de nos concitoyens doivent faire face. Car plus que jamais dans la société, on nous parle de sécurité, on en parle parce que les gens se sentent en insécurité et d'abord en insécurité sociale. Donc la lutte pour le logement contre le logement cher, et un camarade a noté, aujourd'hui on parle de logement social, mais notre projet, nous, c'est le logement public. Et bien évidemment, on en est loin aussi. Puis après, il y a des points qui ont chevauché ce qui a été dit déjà par Jean-Pierre, ce qui va être dit certainement par d'autres ateliers. J'y reviendrai, la question des services publics doit être renforcée, nous l'avons dit nous aussi. La question de la transition écologique sous l'aspect d'évolution des métiers, des professions, et donc de la préparation à cette transition, y compris en matière sociale, pour faire la transition écologique. Ensuite, 5 points sur lesquels il nous paraît important de réinsister. Le premier, c'est tout ce qui concerne les salaires. Le renforcement du salariat tel qu'on le conçoit passe par les salaires, par la Sécu, par la sécurité sociale professionnelle, quel que soit le nom que l'on lui donne. Et en ce qui concerne les salaires, il a été réaffirmé, bien évidemment, que c'est le premier moyen de redistribution des richesses. Et c'est pas une préoccupation qu'on a, nous, là, dans cette salle, à Montreuil, mais c'est aujourd'hui parce qu'il y a eu dans le monde entier des attaques contre les salaires, parce qu'il y a eu dans le monde entier une volonté de baisser le coût du travail, comme ils disent, eh bien, il y a cette aspiration à nouveau à la hausse des salaires qui revient de façon forte. Un camarade a cité le fait que dans 5 ou 6 États aux États-Unis, il y avait le vote sur le président, mais il y avait aussi le vote, par exemple, pour l'augmentation du salaire minimum aux États-Unis à 12 ou 15 $. 15 $, c'est quand même 43% d'augmentation du SMIC aux États-Unis. Donc cela doit être réaffirmé comme premier moyen de redistribution des richesses et comme quelque chose qui changerait la vie immédiatement des salariés de ce pays et que vous verrez que la gauche change enfin des choses pour elle. Donc l'augmentation du SMIC à 1800 € brut, ceci a été précisé. Deuxième point, c'est sur la sécurité sociale. C'est évidemment une des plus grandes conquêtes de la classe ouvrière, une des plus grandes conquêtes du salariat, puisqu'il s'agit d'une socialisation
d'une partie non négligeable de la plus-value. Évidemment, nous avons comme objectif le retour à la grande sécu, ce qui va dire que nous devons revenir, abroger un certain nombre de lois régressives comme les lois Bachelot et Touraine. Nous sommes pour une protection sociale de haut niveau. Il a été question des soins dentaires, par exemple, qui évidemment, aujourd'hui, ne sont absolument pas couverts comme ils devraient l'être dans un pays aussi riche que le nôtre. Donc défendre et conquérir une sécurité sociale permettant la satisfaction des besoins de toutes et tous, dont la perte d'autonomie, y compris pour la jeunesse en formation, ces éléments-là doivent être également renforcés, à notre avis, dans notre texte. Puis il y a eu un troisième point autour de la réduction du temps de travail. Sur la question du temps partiel imposé prioritairement pour les femmes, avec le droit au retour au temps complet qui doit être obligatoire s'il y a demande des intéressés, et puis la question de la réduction du temps de travail sans perte de salaire, sans intensification du travail, parce qu'évidemment, ce sont des choses qu'on a pu connaître déjà, notamment la question de l'intensification du travail, qu'on est passé de 39 heures à 35 heures. La question a été posée, faut-il, comme le texte le dit, d'abord le retour aux 35 heures, puis passage aux 32 heures, ou est-ce qu'on doit fixer dès à présent l'objectif relativement immédiat des 32 heures? Cette question mérite d'être creusée. Et puis il y a tous les aspects, évidemment, de dégradation du travail, avec le travail de nuit qui s'étend, avec le travail du dimanche qui s'étend, contre lesquels, évidemment, on doit lutter, et contre toutes les notions de flexi-sécurité, de compte personnel d'activité. Quatrième point, ça a été abordé, j'y reviens rapidement, toute la question des services publics. Alors il y a bien sûr la précarité dans les services publics, les exemples de la Poste ont pu être donnés, mais le renforcement des services publics, on a insisté plus sur des questions comme le service public de la petite enfance, la question des effectifs dans les hôpitaux, et ça a été relié à la question notamment des droits des femmes. On parlait par exemple des femmes battues, la question de foyer, d'assistantes sociales, évidemment se pose, sinon la dénonciation des violences faites aux femmes ne serait que formelle. Dernier point, sur la question des jeunes. Là aussi, on connaît les conditions aujourd'hui difficiles pour les jeunes, soit en termes d'études, de nos très nombreux étudiants sont obligés de travailler, ou de difficultés d'insertion dans les entreprises, d'avoir un boulot pour les jeunes. Et donc la question aujourd'hui du droit à leur autonomie, avec une première mesure qui serait l'allocation d'autonomie des jeunes comme une branche de la sécurité sociale pour les 18-28 ans, soumise à cotisation, qui compterait déjà pour la santé, pour la retraite. C'est quelque chose que nous avons mis en avant et qui nous semble important, d'autant que c'est demandé notamment par les organisations de jeunesse. Et je le dis, répète, c'est pas simplement pour les jeunes scolarisés, mais l'ensemble des jeunes entre 18 et 20 ans qui n'auraient pas de revenus. Voilà tout un certain nombre de points qui nous ont paru nécessaires à renforcer autour de cette question de l'urgence sociale, qui est évidemment le point numéro 1, je crois, aujourd'hui, et qui doit faire en sorte que le socle que nous sommes en train de construire, eh bien, parle à nos concitoyens, parle aux salariés de ce pays, et que la gauche, enfin, eh bien, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui modifiera largement leurs conditions de vie et de travail. Merci. Merci Eric. À Jean-Pierre pour l'atelier numéro 2, urgence environnementale et économique. Alors, on a commencé par rebaptiser l'atelier puisqu'on l'appelait urgence écologique et économique. On a travaillé, bon, apparemment d'autres ont aussi travaillé. On a commencé par travailler sur la protection sociale parce qu'on avait des éminents spécialistes. Donc, je vous lis très rapidement ce qu'on a écrit. Une nouvelle répartition des richesses et des moyens de financement nouveaux et accrus doivent permettre de conduire d'autres politiques publiques qui renouent avec l'ambition sociale, le renforcement et le développement de la sécurité sociale, et faire de l'éducation, de la santé, du logement, de la justice et de la culture des investissements pour l'avenir. Cela passe, donc là on reprend le texte, et bon, ça s'insère dans les paragraphes introduction. Cela passe aussi par une réforme et une reconquête des moyens de financement de la sécurité sociale et plus largement de la protection sociale. Et cela se traduit donc par 2 mesures, donc ça veut dire qu'il faudrait changer la numérotation des mesures. Faire monter en puissance les cotisations sociales dans le financement, notamment en mettant fin aux exonérations et aux allègements de cotisations sociales patronales. Faire contribuer les actifs et les produits financiers. Donc ça, c'était sur la protection sociale. Ensuite, très rapidement,
Donc on a revu une série de mesures, on en a même inventé de nouvelles. La mesure numéro 12, donc sur la fiscalité, donc là, il nous semblait important de pas simplement citer toute une série de choses les uns derrière les autres, mais de dire quelle est la cohérence de notre démarche. Et donc on a écrit la chose suivante. Nous voulons une réforme fiscale d'ampleur, une diminution de la TVA, une montée en puissance de l'impôt progressif sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Et puis évidemment, après, on reprend les différentes mesures du paragraphe. On a rassemblé la mesure 13 et la mesure 20, qui parlaient toutes les deux des services publics. Alors ça recoupe ce qu'on fait d'autres. Donc là, on n'a rien changé. Simplement, on a supprimé pleine compétence, parce que ça avait un vrai sens, mais qui n'était pas forcément compréhensible par le lecteur moyen. La mesure 14, donc là, on a procédé à une réécriture qui dit la chose suivante. Mettre en place une autre, c'est sur la fiscalité écologique, parce que ça nous semblait un peu court. Mettre en place une autre fiscalité, la fiscalité écologique, sur la production et la consommation, qui soit efficace et tienne compte des inégalités sociales. Les mesures s'intégreront dans la politique globale de transition écologique, favorisant les changements de comportement. Et après, on reprend la fin du texte. Ensuite, la mesure 16 sur l'audit de la dette. Donc là, on a repris ce qui est déjà écrit, mais on a explicité parce qu'on a eu un débat sur c'est quoi la dette illégitime. Donc on souhaiterait rajouter la chose suivante. Dette illégitime, la crise des finances publiques a été organisée en refusant le financement direct par la Banque centrale européenne et en s'attaquant au rôle et à la puissance de l'impôt. Il est donc hors de question de payer cette dette illégitime. Et on garde le reste du paragraphe. La mesure 17, alors là, on a eu un débat, c'est sur la réforme bancaire. Donc là, évidemment, on reprend ce qui est déjà écrit avec deux ajouts. D'une part, une intro disant réorienter l'activité des banques vers l'économie réelle et les financements publics, et ajoutant quelque chose sur les banques mutualistes, qui est la formulation suivante. Si je la retrouve, voilà. Contribuer à rétablir le pouvoir des sociétaires des banques coopératives dans les caisses locales, ainsi qu'au niveau régional et national, afin qu'ils participent au choix d'utilisation de l'argent. Ensuite, on a pris les mesures 19 et 21 qui vont ensemble, et donc on propose de les mettre, c'est notamment sur l'énergie, on propose d'en faire les mesures 19-20. Donc il y a une introduction qui dit engager rapidement une réelle transition énergétique en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre par une réduction massive des énergies fossiles, avec également le moratoire sur les nouvelles extractions, l'investissement massif dans les énergies renouvelables et la réduction des consommations. Et après, on reprend la dernière phrase du 19 qui dit ouvrir un grand débat public sur la politique énergétique à la place de la transition énergétique, portant notamment sur la part de l'énergie nucléaire qu'il faut réduire. Ensuite, on reprend le 21 sans le changer, sauf erreur de ma... Ah si, en rajoutant, enfin on reformule un peu, on met simplement qu'on met en avant promouvoir la sobriété énergétique, développer la recherche et, à la place de ce qui était dit sur traitement et recyclage des déchets, c'est réduction massive des déchets à la source, traitement et recyclage du résiduel, et aller vers les écomatériaux. On propose aussi de rajouter, parce que c'était pas du tout présent là et c'est pas du tout présent dans les questions internationales, il s'agit de transformer en actes cohérents les engagements de la COP 21, et cela a aussi des conséquences sur nos enjeux en Europe et notre politique internationale. Ensuite, j'ai presque fini, rassurez-vous. La mesure 22, donc là c'est la politique de transport. Donc là, on n'a pas changé grand-chose, sauf à préciser, à rajouter à la fin le développement de transport public pour les personnes en termes multimodal. La mesure 23, donc là c'est sur l'agriculture, ça nous a semblé
très léger. Donc, on a reformulé un peu les affaires en disant les choses suivantes. Pour l'agriculture et l'alimentation, il s'agit d'imposer progressivement aux entreprises, d'assurer le juste prix aux producteurs et aux consommateurs avec une amélioration sensible de la qualité de leurs produits. Il s'agit d'aider les producteurs à améliorer leur système de production dans le respect des sols, de l'eau et de la biodiversité, en promouvant notamment l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique et l'agroécologie. Et en facilitant notamment, en passant notamment par la restauration collective et l'accès de tous à une alimentation satisfaisante. Et puis après, on a repris en deuxième point ce qui est déjà la formulation actuelle. Le dernier point sur l'économie numérique, on a simplement précisé favoriser un plan national d'investissement et d'encadrement de l'économie numérique, en se disant qu'on avait matière à faire une réunion spécifique sur ce sujet, qui suppose des tas de problèmes sur la précarité des emplois, sur les droits sociaux, sur la fiscalité de ce secteur et plein de choses. Voilà. Sinon, on a rajouté un point, qui serait donc le point, 25 ou 27, si on tient compte des 2 points sur la protection sociale, si on l'a mis là, parce qu'on disait qu'il n'y avait rien sur le statut de l'entreprise. Donc on a rajouté un point qui dit ceci: élaborer un statut de l'entreprise avec le nouveau rôle et droits des salariés, usagers, consommateurs, fournisseurs, collectivités territoriales, parties prenantes, pour contribuer à sortir de la logique de la rentabilité financière immédiate et définir de nouveaux critères de gestion. Et puis on avait un point, mais vous l'avez abordé, quelqu'un du Rhône nous a posé dans la commission la question de l'allocation d'autonomie des jeunes, mais ça a été traité par ailleurs. Je crois n'avoir rien oublié. Merci Jean-Pierre. Donc on passe à Francis pour le dernier, Europe et monde. Et voilà. 2 gros morceaux. Effectivement, la charge était un petit peu lourde, puisque non seulement c'était le monde, mais on nous a rajouté l'Europe qui fait partie du monde, mais qui rajoute des problèmes à ceux dont nous devions débattre. Cela dit, nous étions une dizaine, et il y a eu un échange intéressant et riche. À partir de l'idée que nous sommes dans un moment historique, visiblement, qui est un moment grave, un moment tournant, où il y a à la fois des menaces extrêmement grandes, évidentes, mais aussi des potentiels qui existent et qu'il faut prendre la complexité de cette relation. Alors Gus Massia nous a proposé une grille de lecture à partir d'une citation célèbre, comme quoi le vieux monde est en train de mourir et le nouveau monde a du mal à naître et que c'est le temps des monstres. Et les monstres, nous en avons des illustrations toutes récentes, qui sont un élément qui active la réflexion sur le moment dans lequel nous sommes et combien il y a une bataille pour l'hégémonie culturelle qui a été menée de façon systématique et en grande partie gagnée par des forces très réactionnaires, par des forces d'extrême droite, mais qui se heurte à des résistances dans les sociétés. Et on a énuméré un certain nombre d'exemples qui montrent cela, mais avec un problème qui est ce que Gus Massia appelle le retard de la révolution sociale, avec les conséquences que ça a sur les autres révolutions qu'il nous a décrites et qui se traduit par le fait que peut-être que les droites n'ont pas gagné, mais ce qui est sûr, c'est que les gauches sont en grande difficulté, sinon en voie d'effondrement. Et que donc c'est par rapport à ce défi que nous devons répondre. Alors, un premier élément que dont nous avons pris acte, et au vu de la discussion que nous avions, c'est qu'il y a la nécessité, entre nous, d'un travail qui est un travail de réflexion, d'élaboration, dont nous ne devons pas considérer qu'il est accompli, que nous savons sur quoi nous sommes d'accord, pas d'accord, etc., qu'il y a tout un travail qui est à faire, et que ce travail-là demande du temps, et un temps long, dont nous ne disposions pas ce matin et dont nous ne disposerons pas forcément dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais qu'il faut se donner. Ce travail doit être fait parce que nous voyons que non seulement les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes difficiles,
mais qu'il provoque des divisions au sein des forces, y compris de la gauche radicale, et qui sont parfois des divisions superficielles ou artificielles, mais qui sont aussi des divisions profondes, qu'il faut traiter, qu'il faut travailler. La question, par exemple, de la notion de souveraineté a été évoquée pour montrer combien elle divise, parce qu'il y a des compréhensions différentes de cette notion qui, à l'évidence, est une notion clé par rapport aux problèmes auxquels nous nous heurtons. Donc, nous donner le temps et les moyens de ce travail, de cette élaboration. Et en même temps, une nécessité, un impératif, qui est qu'il y a des propositions que nous devons porter, que nous devons affiner, acérer, et elles qui sont dans l'urgence. Et que donc nous devons arriver à combiner ces exigences contradictoires, la nécessité du temps d'un côté, ça rejoint des problèmes sur la démocratie qui ont été évoqués, et en même temps avoir des mesures qui sont des mesures d'urgence. De ce dernier point de vue, qui est celui dont nous avons le plus discuté, il y a l'idée que nous pourrions caractériser comme élément d'orientation un certain nombre de questions fondamentales. Par exemple, le fait que, quels que soient les problèmes que nous prenions, qu'ils soient d'ordre économique, social, écologique, démocratique, les réponses sont des réponses qui ont nécessairement une portée européenne, voire mondiale. Et que donc il faut refuser ou comprendre que toute tentation qui consisterait à croire que ces réponses-là peuvent être repliées sur un niveau en dessous, le niveau national, sont des réponses qui ne correspondent pas à la situation et à ce que nous devons porter. Que ces questions d'orientation, on les a résumées en disant que nous devons militer pour un nouveau système international. Nouveau système international à la fois économique et écologique, qui permettent de répondre, d'affronter les conflits qui ravagent le monde en termes de multilatéralisme, et de relever, de répondre à la question des mouvements migratoires qui sont abordés dans le texte, dans le chapitre Europe, et qui nous semble devoir être glissés dans le chapitre international, dans le chapitre mondial, mais qui est une dimension clé en termes de droit international, de droit des peuples. Donc, nouveau système, perspective d'un nouveau système international, et en vue de cela, la nécessité d'un front social et politique à construire ou à reconstruire ou à refonder, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Avec un point d'appui, un exemple, qui est qu'au niveau du Parlement européen, il y a un left caucus de députés de différentes familles qui sont ici présentes et qui se met d'accord sur des urgences qui sont la question des réfugiés, la question de la rupture avec l'austérité, qui montrent qu'il y a la possibilité pour construire des réponses politiques qui soient portées par des courants et qui permettent de tisser, de dessiner de nouvelles alliances entre les classes populaires à l'échelle internationale et de construire un courant politique qui porte ces réponses. Sur les mesures d'urgence proprement dites, essayer là de concentrer, d'acérer les propositions que nous faisons en ces termes-là. Il n'y a pas d'exigence d'en retirer ou d'en rajouter par rapport à ce qui est dit dans le texte, mais par contre qu'il y a un travail de réaménagement du texte qui est nécessaire pour les mettre plus en valeur. Et celles qui ont été discutées et soulignées, c'est la liberté de circulation, qui nous apparaît comme un élément tout à fait décisif dans la situation et qu'il convient d'assumer dans toute sa portée, à la fois au niveau européen et au niveau mondial. La question de la dette, qui là aussi est une question nationale, européenne et mondiale. La question du désarmement, avec tous les risques qui existent. Et là, on a eu, Louis Aminot nous a apporté des éléments sur ce qu'il appelle la culture de guerre. C'est-à-dire que, par exemple, la question du nucléaire, c'est pas simplement que c'est sale, dangereux et coûteux, mais que ça entretient une culture qui est une culture de confrontation, une culture de terrorisme, à la fois entre les peuples et entre les sociétés, avec les pactes militaires que ça suppose. Donc, il y a une réponse à apporter à ce niveau-là, plus toute la dimension donc qui est de refondation de l'Union européenne. Après, il faut trouver les termes exacts, mais les éléments existent dans le texte. Il y a donc un travail d'affinement à faire et de réaménagement du texte. Merci Francis.